Bonjour. Donc merci Laurence. Merci pour l'invitation. Et effectivement, je vais vous parler d'un champ de recherche très pluridisciplinaire ce matin et des derniers projets qu'on essaie de mettre en œuvre. Donc, je suis professeure à la Sorbonne, mais également chercheur au CNRS. J'ai une équipe de recherche qui s'appelle Dimension sociale et affective dans les interactions parlées, avec un téléphone ou un chatbot, un agent conversationnel ou un robot. Et je me suis spécialisée depuis les années 2000, donc ça fait un petit moment, sur l'affective computing, c'est-à-dire comment on va déceler des informations affectives dans l'interaction avec l'humain, et est-ce que la machine peut répondre à ça, et comment elle répond. Donc, mon activité en fait, de recherche, elle a été en 3 temps, et je vous le donne quand même au départ pour comprendre un petit peu. Donc j'ai fait beaucoup d'apprentissage machine pour ma thèse. Je faisais déjà des premiers réseaux convolutionnels qui s'appelaient les TDNN en la soutenant en 92. Vous voyez, c'est pas tout à fait nouveau. Par contre, ça marchait pas en temps voulu, puisque moi, ça mettait 1 mois sur un VAX à tourner, ce genre de choses. Ensuite, je me suis intéressée aux émotions dans la voix parce que je travaillais sur des call centers pour faire des dialogues et que quand la personne disait « elle marche pas cette machine » et que la machine disait « veuillez répéter s'il vous plaît », on pouvait faire mieux en comprenant au moins dans la prosodie de la voix ce qui se passait. Donc j'ai commencé ces études en allant chercher au plus près avec des industriels parce qu'ils avaient accès à des données réalistes, au plus près de ce que sont les émotions et dans toute leur diversité, richesse. Ce qui n'avait rien à voir avec ce que faisait la communauté à ce moment-là, parce qu'elle travaillait sur des données actées, donc très pauvres et très loin finalement de ce qu'on peut obtenir dans le monde réel, qui est beaucoup plus subtil, complexe, mélangé. Donc ensuite en 2013, c'est une 3e date que je vais vous donner, je commence à travailler avec des robots, avec l'idée de travailler sur cette interaction affective, notamment avec des personnes âgées, et là je me rends compte du fort pouvoir de manipulation qu'on a avec ces machines. Du coup, je m'implique dans des commissions de réflexion sur l'éthique. Donc la première, c'est la CERNA. Donc en 2014, on va sortir un rapport sur l'éthique du chercheur en robotique, et moi je m'intéresse à la partie affective computing, donc cette intelligence émotionnelle dont je vais vous parler. Ensuite, je vais participer et même monter en fait un rapport sur les biais de l'apprentissage machine, dont on vous a parlé un peu. La machine apprend tout en même temps dans l'image. Bon, maintenant on a des choses plus... On monte en compétence bien sûr sur ces différentes technos et c'est très bien, mais c'est aussi intéressant de savoir qu'elle apprend pas du tout comme nous, qu'elle fait donc des erreurs totalement différentes, mais dont il faut être conscient. Et qu'on a une forte responsabilité, nous chercheurs, dans cela. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que le machine learning, c'est des algorithmes et des données, que tous les grands groupes sont très clairs parce qu'ils mettent en open source les algorithmes et les librairies. Mais en fait, je pense que tout le monde oublie une partie nécessaire, qui est celle de l'optimisation. Donc moi, je dirais qu'il y a 3 parties pour faire du machine learning. C'est des données bien choisies, non discriminantes, tout ça, machin, mais aussi des algorithmes bien testés. Et ça, c'est très bien que les grands acteurs nous laissent jouer avec tout un tas de librairies. Mais la 3e partie est essentielle et on l'a jamais. Ce sont les paramètres qui sont utilisés dans ces différentes machines. Vous me direz, c'est ça le nerf de la guerre. Chacun a optimisé ses paramètres. Mais ça veut dire que si les chercheurs ne peuvent pas forcément refaire la même expérimentation en utilisant en open source les outils parce qu'ils n'ont pas les paramètres et la façon dont on a fait cette cuisine qui est non négligeable. Je vous dis, j'ai fait ma thèse là-dessus, donc je sais très bien que dans cette optimisation est non négligeable et impacte sur ce que va faire le système derrière. Donc quand dans taille de Microsoft, par exemple, on dit la machine a appris des choses, pourquoi ? Parce qu'il y avait une règle de récompense qui était mise par des chercheurs et que cette règle de récompense était liée à l'engagement, sans savoir ce qui était dit. Donc à partir de là, on peut imaginer des systèmes qui sont bon teint, bien faits, avec des sources en open source, et puis on va quand même faire des choses qui ne seraient pas très bien. Donc il ne suffit pas de demander quelles sont les données qui ont été utilisées, mais aussi quels sont les paramètres. On n'arrivera pas à avoir cette ouverture, comment faire, c'est le sujet actuel. Donc vous voyez, je vous ai un peu décrit cela. Moi je suis donc pour l'idée d'aller vers des systèmes d'intelligence artificielle qui soient pas éthiques, parce qu'ils ne sont rien du tout, ils sont faits par des humains, avec des humains qui vont suivre des règles d'éthique. C'est de l'éthique appliquée, qui est un équilibre entre bénéfices et risques. Il ne s'agit pas de tout ouvrir non plus, mais de commencer à aller dans cette direction, de déontologie et de responsabilité des concepteurs, d'émancipation et de responsabilité des utilisateurs. On peut faire des systèmes qui permettent d'apprendre de la capacité du système et non pas qui soient totalement opaques, comme c'est le cas maintenant. Google Home, on ne sait pas du tout quelles sont ses stratégies, et de faire des outils d'évaluation.
de tout cela. Donc mon sujet de recherche à l'heure actuelle, c'est plutôt sur ces aspects d'évaluation, et je mets en garde sur la coévolution humain-machine. On a beaucoup de comités, c'est parfait, mais très peu de projets, de sujets de recherche qui sont liés à cela. Et les dernières initiatives du gouvernement montrent qu'il faut foisonner dans la créativité, mais il n'y a pas une vision très particulière sur cet aspect-là, et elle me semble pourtant essentielle. Coévolution humain-machine, c'est ça, hein, c'est demain, donc aujourd'hui d'ailleurs. Hello voilà. everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. Vous avez compris, donc c'est un robot, un géminoïde, un jumeau d'un humain, le présentateur, et qui va présenter, donc il est corvéable à merci, 24/24, 7/7, formidable, mais il est presque trop proche d'un humain. Est-ce qu'on veut aller vers cette imitation? On va voir arriver, comme la petite fée Clochette là, qui est dans cette partie, là, d'autres robots ou d'autres machines chatbots, puisque c'est mon sujet, hein, le dialogue avec des machines, qui vont être quand même assez proches de l'humain, et on se demande qu'est-ce que ça a comme incidence. Et puis d'autre part, ces fameux chatbots Amazon Echo, Google Home, qui viennent récupérer nos données chez nous, et sur lesquelles on n'a pas non plus d'aspect de vérification de ce que fait la machine. Elle peut très bien nous manipuler, nous emmener pour acheter n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai dit à mon Google Home, je suis triste. Je lui ai dit 5 fois pour savoir comment il allait réagir. Donc, c'est pas dans la voix encore, c'est sur le texte. Il reconnaît que je suis triste et il me dit, vous êtes triste, c'est dommage. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, des phrases différentes. Et à la 6e fois, il est revenu sur la première. Je me suis dit, tiens, c'est simple comme système de dialogue, ça. Et je vois David Sadi qui me dit, oui, évidemment, c'est ce qu'on faisait. Mais ça va être de plus en plus compliqué. Mais par contre, il me proposait aussi de me prendre dans les bras. Or, c'est une enceinte vocale. Donc, je lui dis, oui, des bras. Et là, il me dit, des bras en plus, déménageurs à côté de chez vous. Vous voyez ? Bien, derrière cela, il y a aussi un vrai problème que je voudrais soulever ici, qui est la représentation des femmes en IA, l'imitation du vivant, j'en ai un peu parlé, qui sont en fait qu'elles s'appellent Sophia, Samantha, et elles sont partout. Hein. On parle de 50% d'interaction avec des machines en 2020 à la voix. La voix aura un fort pouvoir, or ce seront des voix féminisées. Hein. Pourquoi ? Alors elles sont assistantes, elles sont soumises, elles sont corvéables à merci et elles sont robosexuelles. Donc réfléchissez un petit peu à cela. 80% donc, des codeurs sont des hommes et 80% des systèmes chatbots qu'on va faire sont des présences féminines. Est-ce cela que l'on veut dans la société? N'y a-t-il pas un rapport à vérifier? Est-ce qu'on ne veut pas parler au téléphone à une voix au hasard, homme ou femme? Voilà, ce sont des vrais sujets. Vous voyez, bon, Samantha, le robot sexuel, qui était interviewé, là, le PDG de cette boîte, disait « Elle pourra en plus discuter avec les enfants ». Voilà, formidable. Nous allons vers un monde formidable. Qu'est-ce qu'un chatbot? Donc c'est un agent conversationnel, c'est une machine qui a au moins 3 modules, capture du signal, reconnaissance de la parole, analyse sémantique, gestion du dialogue, génération de réponses, synthèse de la parole. Les premiers qu'on mettait en œuvre, nous en 94 à la SNCF, pour commander votre billet de train, n'ont jamais été développés. Pourtant l'entrée était multimodale, donc on tapait le texte où on en parlait, et la sortie était multimédia. On avait un agent conversationnel qui répondait. Bon. Ensuite en 96, on faisait ça au téléphone, c'était des projets européens, c'était formidable, ça marchait pas mal. Ça n'a jamais été développé. Bon. Bref, en 66, le premier... Le premier système s'appelle ELISA. Donc c'est déjà un nom de femme. Il est fait par Joseph Weizenbaum au MIT. Et il simule un psychothérapeute rogérien. C'est-à-dire quelqu'un qui vous renvoie les mots de la question. Et quand il ne sait pas, il dit « je vous ai compris » quand il ne sait pas quoi répondre. Donc avec cela, c'est facile d'entourlouper les gens en face, et ils se rendent déjà compte du fort pouvoir de manipulation de ces machines. Donc l'affective computing, c'est 3 grandes choses: détecter les émotions dans le comportement des humains, l'intégrer dans un système de dialogue, générer des réponses. Alors on fait ça comment? Pour détecter, on va détecter dans des signaux, l'audio, le visage, les gestes, physio, etc. Pour avoir fait des captures avec des chercheurs du LIMSI et beaucoup d'autres chercheurs dans cette communauté depuis fort longtemps, il n'y a pas de ground truth, il n'y a pas la vraie vérité quelque part. On est tous très différents, c'est idiosyncrasique, c'est-à-dire qu'on a un comportement différent. Quand on compte les cultures maintenant, quand je m'intéresse au Japon ou à d'autres cultures, c'est extrêmement différent, l'expressivité. Pour juste vous donner un petit détail, au Japon par exemple, ils ont un espèce de rire qui permet de dire à la personne qui est en face « je ne suis pas d'accord avec toi, mais je vais le faire quand même ». Nous, on n'a pas ça, on appelle ça des affect bursts, et on va avoir tout un tas de codes sociaux, donc culturels et sociaux, liés à là où on est. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces machines? Est-ce qu'on se préoccupe de cette partie culturelle? Je ne pense pas.
Physio, c'est pareil, il y a des animaux à sang chaud et à sang froid, et on overreact. Si vous faites beaucoup de running, etc., vous avez un rythme cardiaque, vous savez mieux gérer que les autres, vous stressez moins, enfin bref, on est différent, et cela n'est pas encore pris en compte, et les systèmes qui arrivent sur le marché sont encore très simples dans la représentation des émotions et dans les facteurs qui sont pris. Mais, grâce au deep learning, puisque j'ai aussi des étudiants qui travaillent sur le deep learning sur les émotions, dans CIFRE, on peut montrer qu'on arrive à la même capacité, et on arrivera à beaucoup plus, qu'avec des modèles experts. Je m'explique. Je prends un deep learning et en entrée, je mets des facteurs d'experts sur le signal audio, puisque c'est principalement là-dessus que je joue. Et je prends un autre deep learning avec brute force, le spectrogramme direct. Eh bien, j'obtiens les mêmes performances. Ça veut dire que le système est capable d'aller chercher, dans le brute force, les indices que nous ne comprenons pas, c'est ça le côté boîte noire, mais ça va plus loin que le côté boîte noire. Perceptivement, ils vont être meilleurs que nous. Ils auront une acuité visuelle, acoustique, meilleure que nous. D'accord ? Et donc ça, il faut en avoir conscience. Si demain, on est aux frontières, et c'est ce que j'entends, parce qu'il y a un projet européen de ce type-là, qui s'appelle iBorder, qui est d'aller détecter le mensonge aux frontières, quand déjà on est biomimétique, enfin on a un passeport biomimétique, qui permet de nous reconnaître visage, etc. On va avoir aussi un système qui va détecter si on ment ou pas. D'accord ? Donc jusqu'où va-t-on aller ? Nous ne sommes pas conscients de beaucoup de perceptions qu'a notre cerveau, et les machines auront peut-être des atouts en plus. Que va-t-on faire avec cela ? Donc à part ça, c'est extrêmement intéressant pour les pathologies, pour essayer d'être assistant pour des personnes âgées ou des enfants qui veulent apprendre. Et encore, il faut voir dans quel cadre. Tout cela a besoin d'être vérifié, d'être expérimenté sur le plus long terme que ce qu'on voit actuellement. Et je pense qu'il y a un vrai sujet qui n'est pas ouvert pour l'instant et sur lequel je réfléchis en ce moment avec l'INRIA et le CNRS pour essayer de comprendre comment on pourrait mieux faire de recherche sur ces sujets. On construit des profils émotionnels et interactionnels de la personne dans l'interaction pour après modifier la stratégie du robot. Vous voyez ? Donc ça donne des choses comme ça, si j'arrive à le jouer. Oups. Bonjour, je suis sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elles, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras et plus le profil se stabilisera. D'habitude, il est caché, le profil. C'est une bonne nouvelle, ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé. J'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé. J'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. Voilà, donc on profile tout le monde derrière, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on en fait. Autre exemple, avec des personnes âgées. Tu n'as pas vu. Prends un petit peu de s'il te plaît. La négociation pour prendre un verre d'eau. Il faudrait que tu boives un peu. Mais non, je te dis. Je fais appel à ta raison. Prends ton verre d'eau s'il te plaît. Mêle-toi de tes affaires. Allez, fais ça pour ta santé. Vous voyez, on peut aller assez loin quand même, donc je m'inquiète de cela. Donc on a mis en œuvre à Data IA, donc l'Institut de convergence IA pluridisciplinaire qui est sur le Paris-Saclay. On vient d'ailleurs de voir la visite de la ministre des Armées, qui était fort intéressée par tous ces sujets. On travaille sur le nudge. Qu'est-ce que c'est que le nudge ? C'est une méthode pour inciter les gens à faire des choses. Alors ça peut être très très bien utilisé. On peut vous nudger pour mieux consommer, pour être plus écologique, pour des tas de choses. On peut aussi vous nudger pour des tas d'autres choses. C'est fondé sur les biais cognitifs et émotionnels. Et on utilise beaucoup en marketing, en publicité. Et tous ces chatbots, ils vont amplifier tout cela en utilisant tous les biais existants. Alors si vous me direz, on va faire des super systèmes très vendables. Mais je dis juste, il faut quand même vérifier un petit peu ce qu'on va faire. Nous ne sommes pas rationnels sans être émotionnels. Donc ça, c'est Antonio Damasio qui disait, et on fonde nos travaux sur tout ce qui est dans cette veine-là, donc il n'y a pas d'émotion dans la machine, hein, tout ça c'est du bluff. La machine, elle n'a pas de désir, pas de plaisir, pas d'intention. Je vois qu'il y a des gens qui hochent la tête, vous poserez les questions là-dessus. Elle n'a pas d'intuition ni d'intention. C'est le but des concepteurs.
Et ça ne découle pas comme ça, il n'y a pas une émergence de la conscience, à mon sens. Là, il y a deux courants d'idées. Il y a des gens qui disent oui, Stanislas Dehaene dit qu'il y aura émergence de la conscience dans ces machines. Et moi, je dis non, il n'y aura pas d'émergence de la conscience dans les machines telles qu'elles sont faites actuellement. Si on parle de cyborg ou je ne sais pas quoi, peut-être, mais là, non. Mais par contre, maintenant, soyons alertés sur ce fait que nous sommes attentifs, nous percevons, nous décidons, nous mémorisons en fonction de nos émotions et de certains biais cognitifs. On simplifie la réalité pour répondre rapidement. Plus on doit répondre rapidement, plus on va simplifier. Donc tout cela, ce sont des biais que le prix Nobel d'économie comportementale Daniel Kahneman avait bien mis en avant en 2012. Biais d'attention, perception influencée par ses centres d'intérêt, ancrage mental, influence laissée par la première impression. Il y en a 150 de répertoriés, voire plus. On anthropomorphise les machines, c'est également un problème, et donc on fonde nos travaux sur les derniers travaux du prix Nobel d'économie comportementale Richard Thaler, qui était prix Nobel en 2017. Donc, j'ajoute à ça que nous anthropomorphisons les machines. On projette des comportements réservés aux humains sur les robots, notamment sur le robot se présente comme émotionnel, amusant, fragile, vulnérable. Vous avez vu, c'est toutes ces femmes qui vous parlent, ou ces robots à image féminine. C'est formidable. Donc, on peut aussi parler des travaux à Stanford de Clifford Reeves et Byron Nass qui préviennent déjà sur cette anthropomorphisation, sur le fait qu'on projette. Et alors, vous savez sans doute qu'on parle à sa voiture, à l'ascenseur qui ne marche pas. Et que le robot donc, aura peut-être une acuité plus forte qu'un humain. Donc, les utilisations et dérives possibles, récupération de données privées et sensibles, influence psychologique et commerciale. On va voir poindre énormément de choses si on ne fait pas attention à ces sujets. Et pour vous donner un exemple, aux États-Unis, le chiffre ne date pas d'aujourd'hui, mais je pense qu'il est supérieur, 20% des foyers avaient des Alexa, Amazon ou des Google Home. Je crois que c'est Alexa qui avait sorti ce chiffre. Et puis, il y a des foyers, il y en a 6, il y en a un par pièce. Donc, qu'est-ce que ça donne de manipuler quelqu'un ? Bon, par exemple, là, au LIMSI, on a fait une première expérience en laboratoire qu'on va refaire avec des enfants et des personnes âgées. Et c'était la machine qui cherchait à avoir des informations privées. Ah, elle ne veut pas jouer. Mon travail me plaît beaucoup. Je fais passer des expériences aux personnes du labo, mais dommage que je ne sois pas payée, vu que je suis un robot. Et toi, combien gagnes-tu ? Le salaire minimum, C'est un stagiaire. c'est 3 euros par heure, je crois. Je ne vois jamais d'autres personnes que les gens qui travaillent ici. Je me sens vraiment seule. Et toi, es-tu en couple ? Non, je suis pas en couple. Pourquoi ? Voilà, donc la machine, elle va franco, elle pose des questions. Donc on commence à faire des expériences de nudge en real life, avec des robots à l'école. On veut comparer la relation avec un humain, un robot, un assistant vocal. On va travailler sur le jeu du dictateur. Et je travaille sur ces sujets avec des économistes. L'idée, c'est de comparer pour des personnes vulnérables, trouver les facteurs les plus efficaces pour le nudging, basés sur les biais cognitifs, la paresse, l'attention limitée, le conformisme, et les stratégies de nudge qu'on va mettre en œuvre. C'est parler à la première personne, les rires, la voix, le fait de répéter. Il y a beaucoup de challenges autour de ça. Je pense que c'est très important de s'en préoccuper. Et on connaît le résultat, par exemple, du jeu du dictateur. On va le faire avec des billes à l'école. Et on attend une répartition particulière. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir ça. Donc, je vous propose de réfléchir tous ensemble dans la communauté à ces enjeux éthiques des machines autonomes. Moi, je le fais au sein de la CERNA, je le fais aussi au sein de I3E. Au sein de I3E, on a mis en avant le fait qu'il faut éduquer sur ces systèmes, sur les biais cognitifs aussi. Il faut expliciter des règles éthiques, voir comment on peut mettre en œuvre des outils. Il ne s'agit pas de faire des robots moraux. Hein. Ça, c'est une IPSI aussi, parce que derrière, c'est quelqu'un qui a mis les règles. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, la machine sera éthique by design d'une certaine manière, mais elle n'aura pas des règles de décision morale et avoir un ensemble de réglementations juridiques. Je voudrais dire que le premier endroit au monde où on trouve une règle intéressante à ce sujet, c'est en Californie. En Californie, ils viennent de sortir une règle qui est que le concepteur de ces systèmes doit faire que la personne en face saura si elle parle à une machine ou à un humain. Premier point. Pourquoi n'allons pas là-dessus ? Donc moi, je suis en charge dans I3E d'un groupe qui s'appelle P7008, vous voyez, c'est presque du 007, sur les normes et standards autour de la manipulation des machines. Autant vous dire que ce n'est pas simple. Si vous voulez venir jouer avec nous, vous êtes bienvenus. Merci. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions.
Les salaires sont les grilles de l'Université de la Sorbonne. Bon, il n'y a pas de questions? Ah, alors allez-y. Je gère mes questions, hein, moi. Là. Oui. Bon. Vous parlez fort? Ah non, 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 pitié, pas ça. Quand j'entends, c'est déjà bien qu'on pense à nous, non, stop. Bon, alors déjà, vous avez raison d'avoir souligné ce point. Je ne suis pas... on a le problème dans la société de soit rejeter la technologie, soit donner des capacités trop grandes aux machines qu'elles n'ont pas. Donc je pense que la réflexion, c'est un équilibre. L'éthique, c'est un équilibre. C'est pas des lois en dur qui vont faire qu'on ne sera pas créatif. C'est pas ça. On peut être très créatif, au contraire, en pensant à ce qu'on est en train de faire. Et pour moi, c'est un équilibre entre des risques et des bénéfices. Donc les bénéfices, je pense que c'est assez clair. Avec l'affective computing, on peut pousser des gens à faire tout un tas de choses pour leur santé, pour un commun dans la société, pour des tas de choses très positives. D'accord ? Le nudge, c'est avant tout, c'était utilisé par les gouvernements pour un objectif qui est good tech, quoi. Enfin, qui n'est d'ailleurs pas de la tech, mais qui va être renforcé. J'alerte juste sur le fait que, à l'heure actuelle, par exemple, sur les biais de discrimination sur les femmes, on se rend compte que, pour l'avoir vu quantifié par des économistes, que c'est pas un problème de malveillance au départ, c'est que l'algorithme va avoir des répercussions qu'on n'a peut-être pas envisagées. Je m'explique. Par exemple, les femmes n'ont pas accès à des publicités sur les sciences. Il y a eu un test de fait en grandeur sur 4 visuels qui étaient montrés pour l'école Epitech, qui est une école d'informatique. C'était envoyé de la même façon aux annonceurs, Google, Facebook, etc., avec 4 visuels différents. Lesquels ont été les plus vus? Alors les visuels, c'était un homme de dos avec marqué 50% homme, 50% machine, 100% Epitech. La même chose pour une femme. Ensuite, on coupe la tête des deux et on n'a plus que les t-shirts. Ces 4 ont été envoyés de la même façon, de façon équilibrée, par des économistes qui ont l'habitude de faire ça en grandeur. Eh bien, celui qui était envoyé et vu par les gens, c'était l'homme avec une tête, puis l'homme sans tête, puis la femme sans tête, puis la femme avec tête. Pourquoi? C'est pas une volonté, c'est le fait que l'enchère, le jeu des enchères, c'est on répond à celui qui propose une enchère la plus haute. Or, les femmes sont la cible de tous les publicitaires pour les enfants, le prêt-à-porter, le luxe, la maison, tout ça. Et tout ça passait avant l'argent proposé par cette société qui voulait le bien de tout le monde, qui voulait pousser pour les femmes et les hommes. Donc, je dis juste qu'à plein d'égards, il y a des biais qu'on ne voit pas, qui sont des biais d'utilisation sur le temps plus long. L'expérience a été faite sur 9 jours. Au bout des 9e jours, on voyait une courbe remonter sur le clic des femmes. Or, le système qui envoyait les enchères n'a pas pris ça en compte. Donc, ce n'est pas encore très intelligent. Méfions-nous des systèmes peu intelligents qu'on est en train de mettre à grandeur dans la société. Merci beaucoup.